Alors bonjour à tous. Connaissez-vous Michel Ney, sa vie et son mystère? Alors Michel Ney est né en 1769, 20 ans avant la première Révolution française. Il est d'origine modeste, mais gravit un par un tous les échelons militaires. De simple hussard à 18 ans, il deviendra général français de la Révolution et sous Napoléon, il sera nommé duc d'Elchingen, prince de la Moscova et maréchal d'Empire. Et pourtant, il sera fusillé en 1815. Enfin, en est-on bien sûr? Parce qu'un mystère demeure. Nous y reviendrons, mais déjà essayons de découvrir l'homme qu'était Michel Ney. Très tôt, ses supérieurs militaires remarquent toutes ses aptitudes au combat, toutes ses qualités. Il est surnommé l'infatigable, et même le brave des braves, par Napoléon lui-même, en raison de son attitude héroïque lors de la désastreuse retraite de Russie. Il parviendra à sauver ce qui peut l'être des restes de la grande armée. Il saura de tous les combats, de toutes les batailles. La bataille d'Elchingen, la bataille d'Hohenlinden, la bataille d'Ulm, d'Iéna, de Friedland, d'Eylau, de Ponte Sampaio, de Redina, Smolensk, de la Moskova, de Krasnoï, de la Bérésina, des Quatre Bras, jusqu'à la bataille finale de Waterloo, où il mènera l'une des plus grandes charges de cavalerie de l'histoire. 10 000 cavaliers, plus de 10 000 cavaliers s'élanceront sur le champ de bataille. Eh bien pourquoi? Pourquoi, après de tels faits d'armes, le maréchal Ney sera-t-il conduit devant un peloton d'exécution? Eh bien, il faut comprendre qu'après cette retraite désastreuse de la Russie et la campagne de France, le maréchal Ney incite Napoléon à abdiquer. Il sera d'ailleurs même le premier des maréchaux d'Empire à rallier la royauté et Louis XVIII. Alors, Napoléon abdique. Et le maréchal Ney est récompensé par Louis XVIII. Il sera nommé commandant en chef de cavalerie de France. Pendant ce temps-là, Napoléon est dans son premier exil, à l'île d'Elbe. Et un accord avait été conclu avec Louis XVIII pour qu'une pension lui soit versée, une rente. Mais peu à peu, cette pension est versée de manière incomplète. Plus du tout. Et donc Napoléon, il est poussé à revenir en France. Et avec un petit groupe de soldats, de ses fidèles grognards, il va débarquer au Golfe-Juan. Louis XVIII, apprenant cette nouvelle, le débarquement de Napoléon, le retour de Napoléon en France, il est terrorisé, bien sûr. Il fait appel à ses généraux et le maréchal Ney se présente et dit à Louis XVIII qu'il ramènera Napoléon dans une cage de fer. Il n'en saura rien du tout. Le maréchal Ney trahira Louis XVIII et rejoindra Napoléon. Alors Napoléon est de retour au pouvoir. Mais s'approche la bataille de Waterloo, la défaite de Waterloo. Et le maréchal Ney participe à cette bataille. Il est à la tête de la cavalerie, de 10 000 cavaliers. Et le maréchal Ney sait très bien que si cette bataille est perdue, il est cuit. Louis XVIII reviendra au pouvoir et ne lui pardonnera pas sa trahison. Alors le maréchal Ney charge, et il cherche la mort. Ces charges sont plus des charges suicides. D'ailleurs, il s'exclame « venez voir comment meurt un maréchal d'Empire ». Mais la mort ne voudra pas de lui. Et la défaite de Waterloo est scellée. Louis XVIII revient au pouvoir, et l'heure des comptes a sonné. Le maréchal Ney est arrêté. Il est jugé par la Chambre des Pairs pour haute trahison. Et il est condamné à mort, à être fusillé. Alors, en apprenant la sentence, il va dormir tout habillé dans sa cellule. Et au petit matin, sa femme et ses 4 enfants viennent le rejoindre. Sa femme s'évanouit en apprenant la sentence. Mais le maréchal Ney va aller devant ce peloton d'exécution. Il y va courageusement. Et à un moment donné, il y a un des soldats qui veut lui bander les yeux, mais le maréchal Ney s'offusque. N'ignorez-vous pas que depuis 25 ans, je regarde les boulets et les balles en face. Les détonations des fusils retentissent, et le maréchal Ney s'effondre face contre terre. Et c'est là que surgit l'affaire Peter Stuart Ney. Parce que 4 ans plus tard, en 1819, dans le sud des États-Unis, dans un petit village, apparaît comme par enchantement un Français qui se prétend ancien militaire, du nom de Peter Stuart Ney. Il postule pour être instituteur du village.
Et Pascal Cazotte a enquêté sur cette affaire. Et il a relevé de troublantes similitudes entre le maréchal Ney, fusillé en 1815, et ce Peter Stuart Ney. Tous deux excellent dans l'art de l'équitation et dans le maniement du sabre. Ils ont le même âge, exactement la même taille, et les mêmes cicatrices, aux mêmes endroits. Il faut savoir que le maréchal Ney avait son père qui s'appelait Pierre, Peter en anglais, et sa mère était d'origine écossaise. Peut-être l'idée du nom de Stuart. Mais l'élément le plus troublant, c'est lors de la mort de Peter Stuart Ney. On a fait l'inventaire de ce qu'il possédait et on a retrouvé de nombreux livres en rapport avec le Premier Empire, avec Napoléon. Et ce qui est très troublant, c'est que ces livres sont annotés et même corrigés. On retrouve des corrections, des annotations qui précisent les événements, les lieux, les personnes. Et certains détails ne pouvaient être connus que du maréchal Ney, ou alors d'une personne très très proche. Mais imaginons que cela soit vrai, et que Peter Stuart Ney soit le maréchal Ney. Comment aurait-il fait pour survivre à son exécution, ou devrais-je dire, à son simulacre d'exécution? Parce que c'est la théorie de Pascal Cazotte. Alors vous pourrez retrouver en lien l'article complet de Pascal Cazotte, bien sûr, dans le descriptif texte de la vidéo. Et donc, selon Pascal Cazotte, cette exécution n'en a pas été une. Il faut comprendre qu'on a retrouvé les mémoires de l'ancienne maîtresse du duc de Wellington. Le duc de Wellington était un personnage très puissant à l'époque. C'était le général en chef des armées alliées qui avait vaincu Napoléon à la bataille de Waterloo. Et donc, cette ancienne maîtresse explique qu'elle a participé, sous l'assertement de Wellington, à ce simulacre d'exécution. On aurait donné au maréchal Ney, peu avant qu'il soit mené au peloton d'exécution, une poche de sang qu'il aurait glissée sous sa chemise et qu'il aurait percée au moment des tirs. Les soldats qui devaient tirer étaient tous d'anciens soldats, d'anciens grognards de l'armée française. Peut-être avait-il été payé pour tirer à côté. Alors cette version est un peu osée, j'en conviens, mais il y a le témoignage d'un notaire dont le grand-père avait été témoin visuel direct de cette exécution. Et le grand-père avait dit que Ney n'avait pas été fusillé et que cette exécution était une farce. Alors pour finir, je vais vous lire un dernier passage troublant de l'article de Pascal Cazotte. À la mort de Peter Stuart Ney, un certain docteur Neyman se présenta pour réclamer le corps de son père. L'homme parut aussi énigmatique que pouvait l'être le défunt professeur. Et pour cause. Son histoire n'avait pas grand-chose à envier à celle de Peter Stuart Ney, car le docteur prétendait en effet être le troisième fils du maréchal Michel Ney. Alors qu'il était tout jeune homme, il aurait décidé d'aller rejoindre son père aux États-Unis, mais s'était inscrit à la faculté de médecine de Baltimore dès son arrivée, suivant ainsi les conseils de son maréchal-professeur de père. Et par la suite, il s'était toujours efforcé de maintenir le secret sur ses origines, de manière à ne causer aucun embarras à sa mère et à ses frères restés en France. Le docteur Neyman finit ses jours à Saltillo, dans l'Indiana, où il décéda le 4 février 1909, à 100 ans passés. Sur sa pierre tombale, ces mots: E.M.C. Neyman, originaire de France, fils du maréchal Ney.